Il faut bien débuter pour booster votre mindset. Le podcast dédié à toutes les personnes qui aspirent à propulser leur développement personnel et professionnel en quelques minutes seulement. Je suis Ingrid et moi Valérie, deux expertes en ressources humaines qui vous partagent des tips et nous sommes enchantés de vous accueillir. Prêts à booster votre mindset? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider par l'épisode du jour. Bonne écoute. Bienvenue dans Il faut bien débuter, le lieu où on explore les parcours de ceux qui osent bousculer les codes pour créer l'avenir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Guy Inchot, un entrepreneur passionné par l'éducation. Après avoir lancé une première entreprise avec une vision innovante dans ce secteur, il a pris un virage audacieux en créant un nouveau projet, toujours ancré dans l'apprentissage et la formation. Quelles sont les coulisses de cette nouvelle aventure entre doute, renaissance et victoire? Dans cet épisode, on parle de nouveaux enjeux éducatifs et du mindset entrepreneurial. Parce que derrière chaque projet, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a une leçon à tirer. Bonjour Guy et bienvenue à toi dans le podcast Il faut bien débuter. Oui. Nous allons commencer par ta présentation et puis celle de ton parcours. Peux-tu nous parler de toi et nous raconter ton parcours? Waouh, c'est une grosse question ça. Bon déjà, bonjour à tous vos auditeurs, bonjour à Valérie, bonjour à Ingrid. Je suis très content d'être avec vous parce que pour réaliser ce podcast, qu'est-ce qu'on a lutté! Et on a fini par le faire, donc je suis très content. En général, quand on me présente, c'est simple, Guy Inchot, directeur de l'école Code Business School, ce qui me vaut mon surnom de Monsieur le Directeur. L'objectif, ou plutôt la vision derrière l'école, elle est simple, c'est de forger un avenir et de l'espérance à tous les jeunes issus de milieux populaires et de milieux ruraux, en leur permettant d'apprendre des compétences dans des métiers dits en tension ou d'avenir. Mais plus que de leur apprendre ces compétences-là, ce qu'on veut, c'est qu'in fine, ils obtiennent la compétence que j'appelle la compétence ultime, celle de créer de l'emploi, puisque quand on parle d'entreprise, d'emploi, de chômage, en réalité, ce dont on parle, c'est la compétence de la création d'emploi et donc de l'entrepreneuriat. Et ce que je veux, c'est que mes jeunes soient en mesure d'apprendre un métier, mais aussi d'apprendre à entreprendre ce métier. Et si on doit faire une petite passe sur mon parcours, il est aussi simple que classique. J'ai été à l'école de la République, j'ai eu des parents qui m'ont inculqué des valeurs, j'ai eu un parcours difficile à l'école, je me suis pas tout de suite retrouvé, j'avais beaucoup de déconvenues à la fois de la part des professeurs mais aussi de la part de mes camarades. C'est comme ça que j'ai forgé à la fois mon caractère mais aussi mon parcours pour aller chercher différents diplômes, plusieurs masters, plusieurs bachelors, dans le but de réaliser mon projet professionnel, devenir commercial au départ, mais j'ai échoué, puisque j'ai été dans les ressources humaines en tant que consultant en recrutement. Bon, il y a quand même du commerce là-dedans. Tout à fait. Il y a quand même du commercial là-dedans, dans le recrutement. Et puis, au fur et à mesure que j'avance et que j'accompagne des ressources, des consultants, des collaborateurs dans leur évolution professionnelle, je me rends compte de certaines cassures qu'ont les adultes, de certains défis qu'il ne suffit pas de réparer à l'âge adulte, mais qu'il faut éviter et construire sainement en tant qu'enfant, ce qui m'emmène à créer une première structure dédiée aux enfants où j'opère dans le périscolaire ou dans l'extrascolaire et j'inculque aux enfants de 3 à 18 ans des rudiments de l'entrepreneuriat, du digital, de la politique, de l'écologie pour les façonner, ce qui m'amènera plus loin à vouloir tenter une expérience plus impactante en certifiant par des diplômes reconnus par l'État des jeunes qui seraient dans mes établissements. Et c'est là où ça donne Code Business School. Ok, merci pour la présentation de ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Business School, Code Business School? Code Business School, c'est ce que je viens de dire en fait. C'est la volonté de permettre aux jeunes issus des quartiers populaires et des milieux ruraux d'apprendre des compétences qu'on ne voit pas en général, à savoir la création d'entreprises, le tout adoubé à un métier. Et chez Code Business School, on a 2 parcours.
on a le parcours business développement. Un entrepreneur est avant tout un commercial et donc il faut apprendre cette compétence à tout prix, dans la vie perso comme dans la vie professionnelle. Celui qui sait se vendre est celui qui écope notamment d'augmentation salariale et de promotion. Donc il faut apprendre à se vendre. Et donc cette compétence-là, on l'apprend chez Code Business School. Et la deuxième compétence qui est très importante et qui me tient vraiment à cœur, le deuxième parcours, c'est un parcours service à la personne. Pourquoi ? Parce que nos populations fragiles, à savoir les bébés mais aussi les seniors, ont besoin de gens intègres pour s'occuper d'eux. Et avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a malheureusement des filières, des chemins de traverse qui sont pris par certains individus qui s'occupent de nos seniors et de nos bébés et qui font pas toujours les choses correctement. Donc j'ai eu envie de lancer ce cursus pour m'assurer d'apporter ma pierre à l'édifice sur le sujet de l'assistance à la personne. Et aussi pour un besoin bien particulier, c'est que certains profils ont besoin d'assistants personnels. N'arrivent plus à prendre soin de chez eux, n'arrivent plus à prendre soin d'eux-mêmes, n'arrivent plus à s'en sortir personnellement et ont besoin d'aide. Et c'est là où on est en train de travailler avec mes équipes sur un métier d'assistant personnel, de majordome et de gouvernante qui accompagnerait des profils assez occupés ou assez pris pour les accompagner dans leur quotidien sur des tâches quotidiennes. Quels traits de personnalité ou compétences sont indispensables pour survivre dans l'entrepreneuriat ? Alors, quels traits de caractère ou quelles qualités il faut développer pour survivre en entrepreneuriat ? Je dirais la foi. La foi parce qu'elle déplace les montagnes, bien évidemment, et que c'est la ferme assurance dans les choses qu'on ne voit pas. Et quand tu entreprends, il y a des choses que tu ne vois pas qui vont t'arriver. Il faut de la foi pour manifester ce qui n'existe pas encore. Ton idée, ton talent, ta passion, ta vision, tout ça, ça n'existe que dans ta tête. Et si tu fais pas preuve de foi, qui inculque la détermination, la persévérance, l'abnégation, l'audace, eh bien ce que tu as dans la tête ne va jamais arriver. Il faut de la foi aussi pour traverser les périodes de tempête. Quand on entreprend, il y a des moments où des tornades surviennent. Des tornades de tout type. T'as investi, tu perds de l'argent, difficultés avec tes collaborateurs, difficultés entre associés, difficultés réputationnelles. Il peut t'arriver tout un tas de choses. Et si tu n'as pas la foi qui te permet de tenir et de t'accrocher aux petites branches que la vie te laisse, toi et ton entreprise, vous allez mourir dans l'œuf. Vous n'allez pas tenir. Il faut de la foi pour lancer un podcast. Moi, je me souviens, ça fait des années que vous me parlez de ce podcast. Et c'est aujourd'hui seulement qu'on tourne. Il faut de la foi pour manifester. Tu vois, tu étais en train de dire tout à l'heure, mes réponses sont complètes. Et donc, ça te perturbe dans le cheminement des questions que tu avais. Mais tout ça, c'est la foi qui va vous permettre de vous améliorer au fur et à mesure, de savoir rebondir au fur et à mesure, de mieux interviewer au fur et à mesure. Mais sans la foi, t'abandonnes parce que tu te sens nul. Et donc, la première qualité que n'importe quel entrepreneur, femme, homme, chien, chat, tout le monde, enfant, vieux, tout le monde, la foi. La foi d'accepter les faibles commencements, de les respecter et de pouvoir voir que sur le parcours, sur le chemin, on a commencé en étant complètement nul. Eh bien, on s'améliore au fur et à mesure, on se raffine, on devient meilleur et on attire à nous les gens qui croient en nous. Donc, il faut de la foi. Oui, c'est vrai que ça attire la même énergie. Généralement, on s'aperçoit effectivement qu'à travers, depuis le lancement de notre podcast, on échange avec divers professionnels, divers parcours, divers entrepreneurs finalement. Et le point commun qu'on retrouve assez souvent, c'est cette même énergie dont on ne se lasse pas avec Ingrid. Donc on se retrouve totalement dans ce que tu dis, pour le coup. C'est fort, parce que c'est exactement ça. La deuxième aussi, qualité, j'ai envie de dire l'humilité. L'humilité des faibles commencements, l'humilité de ne pas vouloir toucher tout le monde. Souvent, quand je vois des entrepreneurs, quand j'ai l'occasion, la grâce de coacher des entrepreneurs qui veulent me pitcher notamment leur activité, ils essaient de faire le pitch le plus large possible, dans le but d'avoir une audience, une profondeur de marché la plus large possible. C'est tellement une erreur. Un pitch, ton activité, par définition, est discriminante. Ça veut dire qu'il y a des gens
qui ne seront jamais touchés par ton activité, quelles que soient les claquettes, les paillettes et les feux d'artifice que tu essaies de mettre pour les attirer. Et puis il y a ceux sur qui tu dois vraiment te concentrer, le peuple qui est là pour toi. Et quand on essaye de toucher tout le monde, au final on touche n'importe qui, voire personne. Bon, là, encore une fois, on se reconnaît parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de mal. On a discuté de ça plusieurs fois avec Valérie, de quelle cible finalement on doit vraiment atteindre. Et en faisant cet exercice-là, plus vous allez le faire avec humilité, ça sert à rien de toucher tout le monde. Je suis pas assez fort pour ça dans tous les cas. Autant me concentrer sur ceux qui ont vraiment un problème que je peux résoudre, humilité, et accepter de renoncer à celles et ceux qui ne font pas partie de cette cible. S'il y en a qui à l'origine ne font pas partie de cette cible et sont touchés par ça, ok, on y va. Mais d'abord, chercher avec humilité qui je peux vraiment aider. Et ça, c'est primordial. Quand je dis Code Business School, c'est pour les jeunes issus de milieux populaires et de milieux ruraux, c'est pas que je ferme la porte aux gens qui sont pas issus de ces milieux. C'est que les gens issus de ces milieux, je les connais. Comment je les connais ? Mais parce que j'en suis moi-même un. Tout à fait. Donc forcément, ça te parle, tu sais ce par quoi il passe. Exactement. Bien qu'aujourd'hui je vive davantage en centre-ville, je me suis un peu embourgeoisé par rapport à ma situation de départ. Je connais ma situation de départ. J'ai obtenu les armes de ma situation de départ et j'ai obtenu les armes des grands milieux. Ce qui me permet d'arriver dans les milieux moins favorisés et d'apporter une vraie valeur ajoutée. Je ne toucherai pas non plus tout le monde dans ces milieux-là, parce qu'il y a des domaines dans lesquels je ne suis pas du tout équipé pour. Mais je fais ma petite pierre. Et au fur et à mesure que j'aide les personnes qui sont dans ces milieux, eh bien je pourrais en aider davantage. Et si ce n'est pas moi, ce sont les disciples de la vision Code Business School. Ceux qui y croient, qui le portent et qui le déploient tout autour d'eux. Parmi ces gens-là, il y en a qui seront mieux équipés que moi pour toucher des territoires et toucher des cibles que je ne peux pas toucher. Oui, c'est une communauté, c'est la création d'une communauté d'ambassadeurs. Exactement. Et quand tu crées cette communauté, il faut de l'humilité. Parce que tes collaborateurs seront meilleurs que toi dans les domaines dans lesquels tu es nul. L'accepter. S'entourer aussi. Exactement. L'accepter, c'est grandir. L'accepter, c'est évoluer et faire progresser ta vision. C'est extrêmement intéressant. En tout cas, effectivement, je pense que tes mots vont toucher un certain nombre de nos auditeurs. Je pense qu'on peut tous finalement se retrouver dans ce que tu nous dis. Merci beaucoup. On peut peut-être les déduire un petit peu par rapport à ce que tu nous as dit précédemment, mais est-ce que tu peux nous préciser les valeurs de Code Business School, du coup, ton business ? C'est une très bonne question. Les valeurs de Code Business School, elles sont tournées vers l'entraide, vers l'altruisme, vers l'autre. Il y a une phrase avec laquelle j'ai grandi, et quand je vais la dire, tout le monde va rire, ou en tout cas avoir la ref. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Effectivement, ça fait écho. Moi, j'ai grandi avec Spider-Man, tous les Marvel, tous les DC Comics, les mangas. Ça, c'est comme ça que j'ai grandi. Et en fait, Code Business School, tu peux l'imaginer comme un grand manga. Les valeurs de la bienveillance, de l'amitié, de la responsabilité, de l'audace, de la liberté, de se battre pour les autres, de grandir sans écraser les autres. Tout ça, ça fait partie des valeurs de Code Business School. On avance tous ensemble. S'il y en a un qui est grand et qui est fort, eh ben c'est pour tirer tous ceux qui ne le sont pas. Et si nous tous, on se tire vers le haut, une chose est sûre, c'est qu'on va créer une communauté très forte. Et moi, je veux que dans nos quartiers, on crée des communautés fortes. Depuis que j'évolue chez Code Business School, je me rends compte d'aberrations intellectuelles. Parmi les aberrations intellectuelles dont je me rends compte, voici les suivantes. Dans certaines collectivités territoriales, donc dans des villes, dans des municipalités, on va se plaindre d'un taux de chômage élevé. Mais quelles sont les alternatives ? En fait, dans ces villes-là, il n'y a pas d'emploi déjà. Souvent, on va se plaindre d'un taux de chômage élevé, mais il n'y a pas d'infrastructure pouvant accueillir l'emploi. Une grande entreprise ne peut pas s'installer. Quelqu'un qui voudrait créer son entreprise ne peut pas s'installer parce qu'il n'y a pas de locaux commerciaux. Mis à part des commerces de bouche,
Il n'y a pas de locaux commerciaux, il n'y a pas de bureaux. Et il y en a plein des villes comme ça. Oui, c'est déjà un sacré frein, effectivement. C'est déjà un sacré frein. Comment est-ce que je veux créer quelque chose si je ne peux pas le faire sur mon territoire? On ne peut pas s'en sortir. Il y a des villes où il n'y a pas de lycée, où un jeune de 14-15 ans, il finit la 3e, il est déjà obligé de quitter son territoire pour étudier, pour être lycéen. Même pas pour étudier, pour être lycéen. Quel est le message? Chez moi, c'est trop nul. Chez moi, il n'y a même pas le B.A.B.A. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Je ne peux même pas aller à l'école jusqu'à 16 ans chez moi. Je suis obligé de quitter. C'est un problème. C'est un problème. Et ça, c'est pas uniquement quand tu habites dans un village reculé en France. C'est aussi... Moi, par exemple, j'ai fait mon lycée, j'ai fait ma terminale dans un village. J'étais dans le 10, j'étais dans l'Aube. Mes parents habitaient dans un tout petit village. J'habitais avec eux. Et pour aller à l'école, j'avais un bus scolaire à 6h du matin qui faisait 45 bornes pour nous en ramassant tous les petits villages aux alentours pour nous déposer à l'école à 8h. Et le soir, pareil, ils déposaient tous les enfants dans les patelins aux alentours. Mais là, on est dans un village. Même dans des cités, t'as des villes, dans le 93, il n'y a pas de lycée. Comment on s'en sort? Et donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut revoir. On va te prôner la mobilité aussi. Ça aussi, c'est une grande aberration intellectuelle. On va te prôner la mobilité pour dire les jeunes des quartiers n'ont qu'à venir dans les centres-villes, donc à Paris, pour découvrir la civilisation. On ne te parle pas de mobilité à Henri IV. On ne te parle pas de mobilité dans les beaux quartiers. La mobilité, c'est entre eux. C'est uniquement dans leur arrondissement. Aucun qui sait situer Saint-Denis sur la carte. Et donc tout ça, il faut lutter contre. Et c'est pour ça que moi, je prône le leadership. Dans les 3 valeurs de Code Business School, il y a entrepreneuriat, leadership, coaching. Enfin, dans les 3 valeurs ajoutées. Pas dans les valeurs tout court, mais il y a ça. Parce que je veux que chaque jeune se prenne en main et s'engage pour sa propre vie et pour sa communauté. Et je donne les armes de cela. Il y a des cours de citoyenneté, il y a des cours d'entrepreneuriat chez Code Business School. Comment est-ce que tu crées un parti politique? Comment est-ce que tu véhicules une idée? Comment tu prends la parole en public pour faire valoir tes idées quelque part? C'est hyper important qu'on apprenne à nos jeunes à être armés pour la société civile et le monde économique, politique dans lequel on vit. C'est très intéressant les matières que tu viens de nous citer parce qu'effectivement c'est des choses qui se perdent assez souvent quand on est... alors je ne sais pas exactement les niveaux qui sont pratiqués. De CAP à Bac+5. Donc c'est super. Parce que tout ce qui est éducation civique, c'est des choses qui se perdent. Au final, tes valeurs sont très actuelles puisqu'on est dans un monde qui devient individualiste. Donc le fait de rassembler et de prôner le fait de poursuivre, de continuer à le faire, c'est vraiment top. Oui, on va continuer de véhiculer ces valeurs-là parce qu'elles se perdent. Et on va continuer surtout d'apprendre à nos jeunes à être armés pour affronter la vie. L'école, moi j'aime dire, avec un peu de provocation peut-être, j'aime dire que l'école n'est pas utile. L'école aujourd'hui est obsolète. L'école aujourd'hui, si c'est juste apprendre des compétences, l'école n'est plus compétitive. Parce que si je veux apprendre des compétences, j'ai YouTube, j'ai Google, j'ai ChatGPT. À aucun moment j'ai besoin d'aller à l'école avec ces 3 outils-là. Tout à fait. Si je suis trop téméraire, j'ai des podcasts. Si je suis trop téméraire, il y a des mentors un peu partout dans n'importe quelle association. Donc en vérité, pour réaliser un projet professionnel, je n'ai pas besoin de l'école. En revanche, là où l'école est imbattable, et là où on gagnerait à avoir une école qui bâtit, qui forge des individus épanouis, qui s'accomplissent et qui sont productifs, c'est à travers la sociabilisation que donne l'école. Quand on est plusieurs individus de milieux différents, on est obligé d'apprendre à composer les uns les autres et donc à vivre ensemble. Et ça, ChatGPT ne pourra jamais le faire, YouTube non plus. Et l'expérience, le partage d'expérience que les individus entre eux peuvent se donner et qu'un professeur, donc un sachant, un aîné, peut donner aux plus petits. En cela, l'école est imbattable. Alors, si les vraies valeurs ajoutées de l'école sont le vivre ensemble, la sociabilisation et le partage d'expériences, eh bien, il faut être en capacité de partager de l'expérience et d'apprendre à vivre ensemble sur des domaines beaucoup plus vastes que l'apprentissage de simples compétences. Et les domaines beaucoup plus vastes sont la politique, parce que nous sommes dans une société politisée.
C'est le social, comment est-ce qu'on fait pour s'entraider les uns les autres. C'est l'économie, comment est-ce qu'on fait pour se donner du travail les uns les autres. Comment est-ce qu'on fait pour générer du cash les uns pour les autres. Et si ces choses-là, on ne les apprend pas à l'école, où est-ce qu'on les apprend? Si j'apprends pas à faire preuve d'intelligence situationnelle ou relationnelle à l'école, où est-ce que je l'apprends? Si je n'apprends pas à me défendre à l'école, où est-ce que je l'apprends? Si je ne fais pas de sport à l'école, où est-ce que j'en fais? Si je n'apprends pas à manger, à avoir une alimentation saine à l'école, comment est-ce que je fais pour être un adulte épanoui, productif, qui s'accomplit? C'est impossible. Et c'est pour ça que chez Code Business School, non seulement il y a le programme, parce qu'ils sont quand même là pour étudier un programme et obtenir un diplôme lié à un programme, mais sur ce programme, moi j'ajoute une centaine d'heures sur de la nutrition, sur de l'IA, sur de l'entrepreneuriat, sur de la politique, sur de la citoyenneté, sur comment est-ce que tu deviens une femme ou un homme. Parce que si tu n'apprends pas ça aux jeunes, je sais pas si, en tout cas j'essaye d'apporter un maximum de choses parce que moi-même je me suis forgé dans la douleur. Et pas que je ne veuille pas que les autres, que les jeunes se forment dans la douleur, mais si on peut leur aider à gagner du temps et à être meilleurs que nous, c'est à ça que sert l'école. Et c'est là où, c'est dans la direction dans laquelle je vais avec Code Business School. C'est très intéressant et j'aimerais justement rebondir en te demandant par rapport à tout ce que tu viens de nous citer, qui en effet sont des choses extrêmement importantes et qui forgent des personnes, finalement. À ton sens, quels sont les enjeux de l'éducation aujourd'hui? Quelle est ta vision de l'éducation? Quel est le rôle de l'éducation, enfin de l'école finalement, aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que notre éducation est à la hauteur des enjeux? Non, elle l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a des enjeux qui sont colossaux pour l'école aujourd'hui. Pour un homme, pour un individu, un homme au sens femme-homme, quoi. Il y a des enjeux qui sont colossaux. Dans les enjeux colossaux qu'il peut y avoir, tu vois, je mets les pieds dans le plat. Aujourd'hui, il y a un débat. On se pose la question de savoir. J'ai vu ça sur Instagram. J'ai vu un extrait. On se pose la question de savoir. Il y a un mec qui disait sur CNews, il n'y a pas de génocide en Palestine puisque la population gazaoui a augmenté. Ouais, c'est n'importe quoi, effectivement. Face à une déclaration aussi choquante que folle, ce monsieur-là, qui a dit ça sur CNews, il est allé à l'école. Et donc, l'école produit donc ce genre d'individu. Je ne sais pas dans quelle école il a été. Mais ce monsieur a étudié, ce monsieur est beau costume, belle coiffure, du gel, c'est impeccable, tout tient, tout est nickel carré. Ce monsieur est allé à l'école. Et en allant à l'école, ce monsieur a trouvé le moyen de dire une phrase aussi stupide. On se rend bien compte que l'école a une responsabilité, c'est de produire des gens éclairés, productifs, épanouis, qui s'accomplissent. Comment on fait? C'est le défi. Au-delà de la propagande, il faut penser comme ça, il faut penser comme ci, parce qu'aujourd'hui, l'école est un instrument politisé qui sert à abreuver la bien-pensance que ceux qui ont décidé qu'on doit penser comme ça véhiculent. Moi, je dis non à ça. Je dis non à ça. L'école ne prépare donc pas au défi. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est le classement PISA. Tous les 5 ans, tous les 5 ans, il me semble, il y a un classement qui s'appelle le classement PISA, qui classe l'éducation de tous les pays, du premier jusqu'au dernier. La France, lors du dernier classement PISA, a dégringolé. On est la 7e puissance mondiale, mais on est 27e au rang de l'éducation. Ah oui, ça ne cesse de chuter. On dégringole de plus en plus. Et on dégringole, et les enfants sont de plus en plus... Chaque année, les résultats des élèves... Exact, sont toujours moins bons, ils ne savent pas parler français, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas compter, ils ne savent pas multiplier. Il y a un problème de toute façon. Il y a un souci. Il y a un souci. Le souci est là. N'importe quel individu qui est parent d'au moins un enfant se rend bien compte qu'entre ce que lui, il a appris et ce que son enfant semble apprendre, il y a un décalage. Et c'est là où c'est notre responsabilité collective. Moi, j'aime dire que l'école, l'éducation, c'est un triptyque. Il y a l'institution apprenante, il y a l'apprenant lui-même, donc l'élève autour duquel tout le monde est, mais il y a les parents. Chacun a son rôle. Et si on n'avance pas, et dans chacun a son rôle, il n'y a pas besoin d'être en silo. Il n'y a pas besoin d'être isolé chacun dans son coin. Collaborons.
Moi, je parle avec les parents de mes apprenants. J'ai pas beaucoup d'apprenants aujourd'hui, donc je peux me le permettre que ce soit moi en direct, mais demain, ce sera mes équipes, s'il y a beaucoup trop d'élèves. Mais l'idée, elle est la suivante, en fait. Ton enfant est en retard à l'école. Pourquoi il est en retard à l'école? Ton enfant vient pas à l'école. Pourquoi il vient pas à l'école? Tu vois pas que ton enfant, il dort, il est à la maison, il est dans sa chambre, il est à l'école. Donc quand tu le vois faire ça, là, tu lui tires les oreilles, il va à l'école. Il faut qu'on collabore. Il faut qu'on collabore. Il faut que chacun comprenne son rôle. L'enfant ne paye pas de facture. Son seul rôle dans la vie, son travail, c'est d'aller à l'école. Parce que en France, on est heureux. Tu allumes un bouton, il y a l'électricité qui sort. Tu tournes un bouton, il y a l'eau qui sort. Tu as le choix d'aller à l'école. C'est un luxe. C'est-à-dire que dans ta journée, tu te permets de dire à l'école, ah, vas-y, flemme. En même temps, l'école n'est pas compétitive, donc on te comprend. Mais il y a des pays dans lesquels aller à l'école, l'enfant est prêt à mourir pour aller à l'école. C'est un paradoxe complètement dingue. Et c'est là où tu te rends compte que des gens vivent dans des conditions privilégiées. Et ils s'en rendent plus compte. Ils s'en rendent plus compte. Ils bafouent ça. Problème, en fait. Ils comprennent pas, comme tu dis, tout simplement, le privilège qu'ils ont d'être éduqués, d'avoir accès à l'éducation. Et c'est dingue. Et donc, il faut rappeler ça aux gens, aux enfants, et leur faire comprendre que, mon ami, tu es trop heureux, tu es trop heureuse. Je vais te mettre dans les conditions extrêmes qui vont te faire prendre conscience que tu dois aller à l'école et c'est une grâce pour toi. Oui, en fait, à force d'avoir du choix, on en est à réduire au final à des personnes qui certes savent leurs droits, dans tous les sens, mais leurs devoirs, c'est encore autre chose. C'est exactement ça. Quand on a le choix, on connaît ses droits, mais on oublie ses devoirs. Or, c'est un devoir pour un enfant jusqu'à 16 ans d'aller à l'école. Et c'est un devoir pour tout enfant issu d'immigration d'aller chercher un maximum de diplômes. J'aime dire, allez chercher votre bac plus 5. Vos parents se sont battus en arrivant en France dans des conditions qui parfois sont inhumaines. Là, pour offrir un avenir et de l'espérance à l'enfant. La moindre des choses, c'est que ça me fait penser à un jeune un jour qui faisait pas mal de bêtises à l'école. J'interviens dans un lycée et puis la première fois que j'interviens, ce jeune-là n'est pas là. La deuxième fois que j'interviens dans la classe, ce jeune est là, il est présent. Et puis, comme il est présent, il veut me montrer que c'est sa classe. Il veut me montrer que c'est son territoire, que c'est lui qui fait la loi ici. Et donc, il adopte une attitude de défiance et de provocation à mon égard. Ça ne prend pas, puisque je le vois venir, et il reçoit un petit coup de pression. Il bougonne, il boude, il rouspète. Il fait comprendre qu'il n'est pas content. Il parle mal, il fait des blagues qui sont des provocations. Ça fait rire la salle et il se fait remarquer négativement. Seulement, ce petit, il a un prénom. Et le prénom qu'il a, c'est le prénom qui, pour les gens de cette religion-là, est l'un des plus beaux et importants prénoms au monde. Et quand sa mère a donc décidé de lui donner ce prénom-là, elle a pensé à toutes les bénédictions que ce prénom lui apporterait. Je m'accroupis au sol pour être à sa taille, puisqu'il était assis sur sa chaise. Et je lui dis, tu sais, tout le bruit que tu fais là, tu arrives en cours, tu es défoncé, tu as déjà pris la drogue ou la bœuf, tu sens le shit. Je ne sais pas comment ça va à la maison. Mais quand ta maman a choisi ton prénom, derrière lequel, en général, quand on le mentionne, on doit dire paix et salut sur lui. Quand ta mère a choisi ce prénom, elle n'a pas du tout choisi que tu aies ce genre de comportement qui ne fait pas honneur à ce prénom. Le petit s'est redressé sur sa chaise, a tremblé sur lui-même. À la fin du cours, a pleuré pour me demander pardon. Et en fait, on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a, nous adultes. On est des adultes aujourd'hui. On sait pourquoi d'autres adultes font ce qu'ils font. Je suis, comme j'aime dire, père d'une multitude. J'ai rencontré beaucoup de parents. Je sais quels sont les espoirs que les parents fondent dans leurs enfants quand l'enfant est tout petit. Après, quand il grandit, l'enfant parfois devient bizarre. Mais au départ, au démarrage, le prénom qu'on donne à un enfant montre tout l'espoir que le parent a pour l'enfant. Et du coup, lui, avec son magnifique prénom, n'avait pas le droit de se comporter comme il se comporte. Il a changé radicalement, de toute l'année. Et en fait, c'est ça l'enseignement et l'éducation, c'est ça la force de l'école. C'est ça préparer
les adultes de demain. Leur rappeler d'où vous venez. Vous êtes conçus de l'union de deux personnes qui soit s'aimaient pas. Mais en tout cas, la personne qui a décidé de te garder dans son ventre et de te garder 9 mois et de te pousser en risquant sa vie, elle a risqué sa vie pour la tienne. La femme qui t'a porté et qui t'a mis au monde a risqué sa vie pour la tienne. Tu peux pas te comporter mal. Après, je pense que tu as une approche aussi totalement différente de ce qui est l'éducation qu'on connaît et classique qu'on connaît en France. Et, mais justement, pour faire une transition avec cette histoire que tu viens de raconter, quel retour au parcours étudiant chez Code Business School qui t'a le plus marqué et pourquoi? Ce genre de choses-là, moi mes apprenants sont en train de passer leur diplôme là cette année, donc j'ai pas encore de retour à te faire sur cette promo-là. Ouais. De manière générale, moi l'éducation c'est pas juste donner des compétences, l'éducation c'est de faire de toi un futur adulte, un futur parent. L'enfant qui est en face de moi est quelqu'un qui va devoir voter demain, est quelqu'un qui va devoir travailler, peut-être créer une entreprise, ce que je souhaite. Éduquer lui-même des enfants, et si je ne lui apporte pas les valeurs nécessaires pour qu'il éduque ses enfants correctement, comment il va faire? Donc je ne vois pas juste le jeune comme un disque dur dans lequel on doit mettre des compétences. Non, je le vois plutôt comme un logiciel dans lequel je dois mettre aussi des valeurs pour que ce logiciel-là grandisse correctement. Et donc là, les parcours que j'ai, moi, ce qui me touche le plus, c'est de voir des jeunes qui n'y croient pas, qui n'y croient plus, qui sont cassés par leur famille, moqués, humiliés par leur famille, limités par leur famille. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles on dit nous on n'entreprend pas, nous on est ouvriers et puis c'est tout, et puis nous on est appelés qu'à faire des petites choses, on fera jamais rien de grand, arrête tes trucs de grande, arrête tes trucs de grand, arrête de vouloir avoir l'esprit des folles grandeurs, arrête de t'imaginer trop loin, arrête de vouloir des promotions, nous on n'a pas ça dans notre famille. Comment tu veux que l'enfant se développe quand tu ne le fais voir que petit, et dès qu'il essaie de sortir la tête de l'eau, toi-même membre de sa famille, tu le casses. Alors tu le casses pas parce que tu es forcément méchant, peut-être que tu as peur pour la personne et donc tu essaies tu la casses pour pas que le monde la brise parce que toi le monde t'a brisé et t'as pas envie que ton enfant subisse la même chose, mais c'est une hérésie. Prépare ton enfant à faire mieux que toi, pas faire comme toi. Et souvent, l'adulte se trompe. Le jeune doit faire comme moi. Non, le jeune doit faire mieux que toi. À travers ce que tu es, le jeune doit voir un exemple de comment faire mieux. Souvent, mes jeunes me disent « Monsieur le directeur, on ne pourra jamais prendre la parole comme vous. » Je dis « Si vous n'arrivez pas à prendre la parole comme moi alors que vous me côtoyez tous les jours, c'est moi qui suis médiocre. Parce que ça voudrait dire que je n'ai pas été capable de vous transmettre le peu que je suis. Alors que je suis censé moi être le brouillon. C'est-à-dire que quelle que soit la force que j'ai, le charisme que j'ai, la prise de parole, quel que soit le niveau, je suis votre brouillon. Je suis un preview de ce que vous allez dépasser. Si vous n'êtes pas à minima aussi fort que moi dans ce domaine, mais j'ai échoué. Toutes les compétences que j'ai, si mes apprenants arrivés à mon âge ne sont pas à minima aussi forts que moi, j'ai échoué. Ouais. T'es le patient zéro en fait. T'es le patient zéro. Ouais, c'est ça. Et il faut que ça suive. Il faut que ça suive. Si moi je suis le niveau 10, vous devez être le niveau 15. Et les gens qui suivront derrière vous iront voir le niveau 20. Ça nous mène à nous demander quelle a été l'épreuve justement qui a été la plus complexe à surmonter dans ton parcours et comment as-tu pu la gérer? L'une des choses les plus difficiles, mais aussi pour laquelle je suis le plus reconnaissant. Hier, j'étais très attaché à mon image et ma réputation. Parce que mon image et ma réputation, on m'a toujours inculqué ça. Ça ouvre les portes. Et effectivement, mon image et ma réputation m'ont ouvert beaucoup de portes. En revanche, il m'est arrivé de 2023 à fin 2024 de traverser une tempête calomnio-médiatique qui a bien failli me tuer. Et quand je dis a bien failli me tuer, je suis au sens littéral.
Un, parce que j'ai voulu me suicider. Et deux, parce que mon hypertension artérielle est montée à des niveaux qui assommeraient même un cheval. Si l'hypertension d'un homme normal est entre 12 et 13,9, mon hypertension artérielle durant cette période a grimpé jusqu'à 27. Et donc, si ce n'était pas moi-même qui attentais à mes jours, ma santé allait le faire pour moi. D'ailleurs, ma santé est gravement touchée puisque j'ai une insuffisance rénale aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? J'avais parlé de la foi au départ. En fait, si tu n'as pas foi dans ce game-là, tu vas mourir parce qu'en fait, tout est spirituel. Même si tu n'es pas quelqu'un qui prie, même si tu n'es pas quelqu'un qui lit un livre religieux, en l'occurrence ma constitution qui est la Bible, accroche-toi à Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, dans ce game spirituel où un jour vous vous aimez, un jour les gens t'admirent et te portent au nu, le lendemain ces mêmes gens qui t'aimaient ou t'admiraient veulent te tuer, parce que tu n'as pas répondu comme ils voulaient, parce que tu leur as pas donné ce qu'ils voulaient, mais moi, c'est pas étonnant les stars qui pètent les plombs, qui font des overdoses. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Parce que si tu t'accroches à ça, et moi je pense que cette épreuve-là, c'était pour m'empêcher de m'accrocher à ça. Toute cette fame, toute cette popularité, tout ce truc-là, si tu t'y accroches, que tu penses que c'est réel, que c'est la vérité, mais le jour où ça disparaît, t'es mort. Et donc l'une des pires, mais aussi des épreuves pour lesquelles je suis le plus reconnaissant, c'est celle-là. Là. C'est cette tempête calomnio-médiatique qui m'a causé beaucoup de torts, de problèmes, de troubles, qui m'a séparé aussi de beaucoup de gens, qui a consolidé la base arrière, qui a consolidé ceux sur qui tu peux compter, qui a consolidé les frères et sœurs, les vrais amis. Qui a éclairé finalement, parce que c'est vrai que on en parle aussi, c'est quelque chose qui se sait généralement, quand on réussit, on attire beaucoup de monde. Oui, et tu sais pas qui est qui. Voilà, tout à fait. Tu vois, tu sais pas séparer le bon grain de l'ivraie. Tout à fait. Tu sais pas, le blé et l'ivraie se ressemblent, tu sais pas séparer, tu sais pas qui est qui. Et donc, quand il t'arrive un problème, c'est le meilleur moyen de savoir qui est qui dans ton entourage. Un tri naturel se fait. Clair. Et on revoit ses priorités. Tout à fait. En fait, c'est vrai que l'une des valeurs du coup que tu disais tout à l'heure, qui est la foi, à avoir, je pense qu'effectivement, elle résume beaucoup de choses finalement. Dans la foi, il y a tout. Dans la foi, il y a tout. Il y a l'espérance que ça va aller. Et tu vois, 2023 où j'avançais en voulant me tuer tous les jours. 2024 où là j'ai vraiment failli passer à l'acte. Et 2024, j'ai fait tellement de séjours à l'hôpital. Je crois que c'est la première fois que je le dis sur un podcast, ça. J'ai fait tellement de séjours à l'hôpital. J'ai été hospitalisé tellement de fois en 2024. C'est hallucinant. Je pense que j'ai fait au moins 12 hospitalisations. Enfin, chaque mois, j'étais à l'hôpital. Parce que c'était trop. Parce que j'en pouvais plus. Parce que c'était terrible. C'était terrible. C'est super fort ce que tu dis, parce que ça nous mène aussi à une thématique qui est liée à la santé mentale des personnes qui entreprennent. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu quand on se lance. Comme tu dis, on donne son âme, on se donne à fond. C'est ça, et puis ça amène justement à l'une des questions qu'on voulait aborder, c'est comment tu gardes le cap. Alors, tu y as déjà un peu répondu, mais comment tu gardes le cap dans les moments de turbulence, en dehors de la foi, comme tu disais? Est-ce que tu as aujourd'hui des routines, des mantras, des soutiens clés que tu mets en place? Oui, les soutiens clés, c'est le mot-clé. C'est-à-dire que, au-delà de voir un psychologue ou une psychologue, il faut ayons un nombre de personnes à qui on peut tout dire, et en fait qui peuvent être des vis-à-vis. Dans nos relations humaines, il y a 3 types de relations. Il y a la relation où toi, tes parents et ceux qui sont autour de toi sont les enfants. C'est-à-dire que tu es
plus compétents, plus intelligents, plus sages. Et c'est pas des gens qui peuvent t'aider. Il y a la relation où c'est toi l'enfant et l'autre est le parent. Donc, c'est toi qui es moins doté et l'autre qui est plus doté. Et il y a le type de relation où vous êtes collatéraux. Vous êtes plus ou moins câblés pareil. Assure-toi d'avoir un maximum, d'être l'enfant et d'avoir un parent et d'avoir un maximum de relations équilibrées. Parce que la conversation sera agréable. Souvent, on veut se confier, mais l'oreille dans laquelle tu te confies, déjà, t'as pas confiance. Et l'oreille dans laquelle tu te confies a une bouche qui n'est pas câblée pour te répondre correctement. Alors, il faut t'assurer de parler aux oreilles qui savent être silencieuses, aux oreilles confidentielles, et aux bouches qui peuvent te challenger dans la situation que tu traverses et t'encourager, t'épauler, te consoler. Il faut s'assurer, il faut trouver le moyen d'avoir ces gens-là dans notre entourage. Parce que sans ces gens-là, tu peux exploser. Tu peux exploser. Moi, j'ai la chance d'avoir peu de personnes autour de moi, mais d'avoir des personnes avec qui, quand je discute, c'est des moments de qualité forts. Je suis réconforté, je suis revigoré, je suis encouragé, je suis challengé, je suis étiré, je comprends mieux les choses, j'ai un autre regard sur les choses. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est très important et ça fait du bien. Ça fait un bien fou. J'ai des gens qui prient pour moi et ça revigore. Non, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Les personnes qui te connaissent vraiment finalement, avec qui, comme tu dis, t'es reboosté quand tu parles avec eux et tu te dis... même aussi au départ, tu ne voulais pas ou t'étais pas trop motivé, tu ressors de là, t'es effectivement retourné. C'est même pas une question de elles te connaissent vraiment, c'est une question de elles ont la réflexion, c'est même pas une question de... C'est pas qu'on est proche, c'est pas qu'on est proche, c'est pas que c'est pas ça. C'est elles ont la maturité pour tenir la conversation. Voilà. C'est pas une question de on se fait des déj, des restos, des sorties, tout. C'est pas ça. C'est quand on discute, je vois clair dans ton problème, je comprends la situation, je comprends comment tu réagis, je comprends comment les autres réagissent et j'apporte un regard. Oui, effectivement, elles sont pas nombreuses. Que ces personnes-là ne te disent pas ce que tu veux bien entendre. Oui, c'est pas pour me caresser dans le sens du poil. C'est ça le game. Le game, c'est comment tu implémentes de nouvelles façons de voir. Et donc ces gens-là sont là pour t'apporter de nouvelles façons de voir les choses. T'as pas, dans un conflit, s'il y a conflit, par conséquent, t'as tort. Quand il y a un conflit entre deux personnes, c'est que vous êtes responsable en fait du conflit. Qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez dans un conflit? Et donc chacun a sa responsabilité là-dedans. Peut-être que ta responsabilité, elle est innocente. C'est-à-dire que t'as pas fait de mal à la personne. Mais ta responsabilité, c'était ça. Voilà ce qui fait que. Voilà l'acte, la parole, la pensée qui a été posée et qui a contribué à réveiller la folie de l'autre. Bon, maintenant que c'est expliqué, ok, tu sais comment faire attention. Et c'est tout. C'est une exposition des faits, une réflexion, une analyse sur la situation. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être amis, on mange, on va au resto. C'est pas ça. On a des discussions qui sont équilibrées, basées sur de la bienveillance et de la volonté de te voir réussir, grandir, briller. C'est tout. Ayez autour de vous des gens qui veulent vous voir grandir, briller. Ça, c'est précieux. C'est vrai. As-tu des partenariats inattendus ou des soutiens qui ont accéléré ton projet? Donc ça peut être des collaborations, de la visibilité, des liens avec justement l'éducation nationale, les fameuses villes dont tu nous parlais précédemment. Et comment se développe Code Business School en termes de collaboration finalement? Est-ce que En termes de collaboration, c'est surtout les entreprises. Après, on fait plein de rencontres avec des missions locales qui nous alimentent en candidats. Il y a une femme que je tiens à saluer, elle s'appelle Stéphanie Monjoint, que j'embrasse. Elle est la déléguée générale de l'association Mieux Entreprendre. Et en fait, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle propose des systèmes de mentorat aux jeunes. Et pour ça, elle prend des portraits des personnes qu'elle apprécie et qui ont une valeur ajoutée à apporter aux jeunes. Et elle les fait intervenir comme ça. Et elle m'a fait intervenir dans la ville de Gagny. Grâce à elle, j'ai rencontré le maire de Gagny,
avec qui on essaye de travailler pour installer Code Business School dans cette ville. Donc ça, c'est un partenariat hyper inattendu et qui vient de quoi? Qui vient du fait que tu es bon dans ce que tu fais, tu essayes de faire du bien aux gens. En fait, il peut y avoir énormément d'opportunités grâce au réseau comme ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à collaborer avec cette femme sur quelques manifestations. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et c'est en train potentiellement de m'ouvrir une belle porte avec pourquoi pas l'ouverture d'un prochain campus dans cette ville. Super opportunité, effectivement. Et on en revient toujours un petit peu à ce qu'on indique assez souvent à nos auditeurs avec Ingrid, à savoir la force du réseau, Oui. des actions en fait qu'on fait de manière consciente ou inconsciente. Ça peut nous mener sur des chemins inattendus. Donc ça illustre parfaitement ça. Sur la force du réseau, moi j'aime dire, c'est pas le réseau qui est particulièrement fort, c'est toi ce que tu donnes à ce fameux réseau. Parce qu'on peut connaître la planète entière, hein, mais être vu comme un imbécile par la planète entière. Donc le défi, c'est comment on fait pour être apprécié et vu à sa juste valeur par la planète entière. Et ça, c'est le défi auquel on doit pouvoir répondre. Concernant tout ce qui est déploiement et ouverture de ton activité, et notamment, je pense à l'IA, sur quoi travailles-tu en ce moment et quels sont les prochains grands défis pour ton entreprise? Alors, tu nous en as partagé un, est-ce qu'il y en a d'autres? En ce qui concerne l'IA, nous, on se contente simplement d'apprendre l'IA à nos jeunes. Quand je dis qu'on se contente, c'est peut-être pas un bon terme, mais on se contente en fait d'apprendre l'utilisation de l'IA à nos jeunes. Et l'IA va pas remplacer notre métier. Comme je disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est un merveilleux outil. Et ce merveilleux outil, il faut apprendre à l'utiliser, mais il peut pas en tout cas, il peut pas remplacer l'enseignement tel que je le conçois. Parce que l'acquisition de compétences, oui, l'IA est largement plus forte que nous. Mais en ce qui concerne la partie expérientielle, là, l'IA ne nous arrive pas à la cheville. Donc nous, on prend ces outils et on permet à nos jeunes d'apprendre à les appréhender. Ça, c'est notre défi du quotidien. Ce qui est très important parce que là encore, le défi qu'on a devant nous et notamment qu'ont les prochaines générations, c'est le fait de conserver cette analyse, cette finesse d'analyse que l'être humain est en capacité d'avoir. C'est vrai que l'IA, avec Ingrid, on a tendance à penser, nous, que c'est un outil qu'il ne faut pas mettre de côté. C'est comme Internet il y a plusieurs années. Faut savoir l'utiliser, raisonner avec et continuer à rechercher les choses et pas à juste attendre que ça arrive tout cuit sans réanalyser, réfléchir soi-même aussi aux choses. Ouais, il faut faire preuve d'esprit critique pour faire simple. Et ça, c'est une compétence bien humaine qu'on n'apprend pas avec l'IA, mais qu'on apprend tout simplement en étant en contact d'autres êtres humains qui nous aident à faire preuve d'esprit critique. C'est ça. Tu as très bien synthétisé. Quel conseil donnerais-tu aux entrepreneurs qui veulent se lancer? De se lancer. Tout à fait. En même temps, oui. Mais il n'y a pas de conseil. Tu veux te lancer, vas-y en fait. Souvent, on est là derrière nos beaux PowerPoint. Ouais, c'est bien, lance-toi. Ton PowerPoint, il est beau, la slide, elle est jolie, mais en fait, lance-toi. Mais justement, se lancer pour justement voir concrètement ce qui se passe sur le terrain. C'est ce que tu veux dire par là? Ouais, lance-toi, découvre ton activité. Découvre si ce que tu veux faire, ça a de la valeur pour les gens. Découvre si ton idée est complètement inopportune ou si ton idée a de la valeur. Accorde-toi le droit d'échouer. Accorde-toi le droit de faire des erreurs, de faire n'importe quoi. Mais on est trop focalisé sur qu'est-ce que les gens vont dire, on va se moquer de moi, oh là 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 là. En fait, lance-toi parce que imagine tu lances et ça foire, d'accord, mais imagine tu lances et tu réussis. Donc lance-toi, lance-toi, fais ce que tu as à faire, arrête de nous saouler avec ton PowerPoint, avec ta présentation, oui c'est bien de faire ça, arrête de nous saouler, on est fatigué. Va voir Guy pour apprendre à pitcher si tu as besoin d'apprendre à pitcher, mais ouais, en fait, c'est aussi ce que tu viens de dire, c'est aussi très intéressant, c'est très symptomatique
et c'est aussi très intéressant. Va voir Guy pour apprendre à pitcher. C'est réel. Va chercher ce qu'il te manque, là où ça te manque, pour être meilleur. Parce que souvent c'est oui, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais qu'as-tu fait pour obtenir ce que tu dis ne pas avoir? Et quand on creuse cette question, on se rend compte que bien souvent la réponse est rien. Je n'ai rien fait pour m'améliorer. Je n'ai rien fait pour obtenir la compétence qui me manque. Ok, comment tu veux que ça fonctionne? Si tu ne fais rien pour... Tu attends qu'un jour ça se télécharge, mais on n'est pas dans Matrix. Et puis, il y a un gars, tu lui dis opérateur, mets-moi ça dans la tête, je dois apprendre à conduire un hélicoptère. On n'est pas dans Matrix. Donc, tant qu'on réfléchira comme ça, à l'envers, mais il y a beaucoup de projets qui vont jamais voir le jour. Et si tu devais résumer ton aventure entrepreneuriale en une phrase, alors elle n'est pas encore terminée bien sûr ton aventure. Oui, je suis encore vivant. Mais si tu devais la résumer à l'instant T, quelle serait-elle? Je vais employer le titre d'un film, et je suis même pas sûr que ce soit ça le titre, Le fabuleux voyage de Monsieur Jack. C'est un fabuleux voyage en fait, mon aventure entrepreneuriale. Et c'est comme ça que je pense que je la résumerai. Est-ce que tu aurais un livre, un podcast ou une personne qui t'inspire dans ton quotidien? Non, j'ai pas ça. J'ai malheureusement pas ça. J'ai mes parents. Si je veux de l'inspiration, j'ai mes parents. Ouais, si je veux de l'inspiration, en fait, j'ai mes parents. J'ai le parcours de mes parents. C'est ceux qui nous inspirent bien souvent. Je me reconnais dans ce que tu dis à travers ma mère, moi. Elle m'a inspiré, c'est mon inspiration. Voilà. Moi, c'est mes parents qui m'inspirent. J'ai pas ce truc-là de... Avant, c'était beaucoup les stars américaines, tu vois. J'aurais pu dire The Rock, j'aurais pu dire... j'aurais pu dire tout un tas de trucs. Mais en fait, non, c'est juste mes parents. En termes de branding, de lifestyle, bien sûr, c'est pas mes parents, là, pour le coup. Mais sinon, non, pour me dire d'aller de l'avant, il y a mes apprenants et mes parents. Si nos auditeurs souhaitent te découvrir davantage, découvrir tes projets ou encore échanger avec toi, où peuvent-ils le faire? LinkedIn et Instagram, Guy InShot, mon prénom, mon nom. Ils me trouvent, on discute avec grand plaisir. INCHOT, pour ceux qui voudraient l'écrire INSHOT. Donc, c'est INCHOT et on se retrouve avec grand plaisir. Du coup, un grand merci à Guy du temps qu'il nous a accordé. C'était un échange vraiment de qualité qui est toujours aussi inspirant. On adore nos invités. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode de Il faut bien débuter. Bye bye. Yeah. Bye bye. Notre épisode d'Il faut bien débuter s'achève. Nous espérons que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, suggérer de nouvelles thématiques. Sachez qu'il est possible de réserver avec nous une entrevue gratuite personnalisée de 15 minutes. Vous pouvez également nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux.